Du coup, cet après-midi, on accueille Swan Spies, aka Swan Spies, pour les intimes apparemment. Donc Swan Spies qui est professeur agrégé de lettres modernes et de cinéma audiovisuel et qui est également docteur de l'ENS de Lyon en littérature générale et comparée, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc sa thèse portait sur les fonctions du dialogue chez les conversationnalistes européens du 19e et du 20e siècle. Et donc il a soutenu sa thèse l'année dernière, en 2021. Donc. Ouais. Et donc Swan nous propose aujourd'hui une communication qui s'intitule « Mémoire funèbre, l'archéologie de la mort dans Obra Dinn » et qui va donc porter sur les enjeux de la mémoire dans ce jeu vidéo qui est donc sorti en 2018 et qui a été créé par Lucas Pope. Je te laisse la parole du coup, Swan. Merci beaucoup Stacy pour ton introduction. Et donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais peut-être me mettre un petit chronomètre. J'ai un peu l'habitude de mettre des chronomètres pour être sûr. D'accord, tu me diras au cas où. Voilà, hop, je lance. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Et je remercie avant tout chaleureusement le comité d'organisation du colloque de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous dans le cadre de cette communication, effectivement intitulée Mémoire funèbre, l'archéologie de la mort dans Return of the Obra Dinn, donc effectivement jeu de Lucas Pope en 2018. Et donc dans laquelle je me propose d'étudier la manière dont ce jeu Obra Dinn, qui met en scène un personnage jouable, qui monte à bord d'un vaisseau fantôme pour en percer les secrets. Enfin, en tout cas, c'est ce que le joueur est invité à faire. La manière dont ce jeu mobilise les enjeux d'une recherche de traces du passé, de ces fameuses mémoires, afin d'interroger à la fois les mécanismes de constitution et de description de l'archive à l'intérieur d'un jeu, mais aussi peut-être en amont du jeu, et aussi afin de reconfigurer les codes du puzzle game en redéfinissant les interactions qui peuvent avoir lieu entre le jeu et le joueur à travers des essais de nouvelles esthétiques vidéoludiques. Donc je vais essayer de suivre un plan global en trois grandes idées. D'abord la question de l'exploration de la mémoire, d'un temps figé dans de l'espace, puis ensuite en parlant des mécanismes ludiques de l'archive, et puis la question de l'hybridation également, et puis dans un troisième temps s'intéresser à ces esthétiques de la dissonance, du désordre, de la discontinuité qu'on peut trouver dans Obra Dinn. Donc l'Obra Dinn de Lucas Pope, qui est sorti en 2018, s'inscrit dans l'ensemble avant tout des puzzle games, donc des jeux d'énigmes, des jeux de puzzle, que Marsal Mora-Cantalopes, dans son étude diachronique du genre, définit comme un jeu, et je traduis, où résoudre des problèmes constitue la mécanique principale et où la satisfaction principale vient de la résolution de ces problèmes. Contrairement à d'autres jeux, à la majorité des jeux en fait d'ailleurs, pouvant contenir des énigmes, donc ces fameux puzzles ou puzzles, mais sans que le problème cognitif soit posé comme la mécanique principale de ces jeux. Et plus précisément, pour préciser encore les choses, je vais mobiliser l'idée d'un développeur indépendant qui s'appelle Tom Francis, qui a été notamment à la source de Gunpoint en 2013, qui propose le terme d'information games, donc des jeux de l'information littéralement, pour désigner spécifiquement ces puzzle games où la résolution des problèmes passe par l'acquisition d'un savoir par le joueur à travers un processus qui est soit un processus archéologique ou philologique souvent, et où ce savoir doit être utilisé pour formuler des hypothèses qui permettent aux joueurs d'acquérir encore davantage de savoir. C'est un jeu qui tourne comme ça sur cette idée-là, au sein d'une matrice narrative qui est fondamentalement non linéaire, et qui est propice à l'émergence d'une approche herméneutique basée sur l'exploration et l'interprétation libre. Les exemples que donne Francis, c'est Outer Wilds, on en a parlé ce matin, Heaven's Vault également en 2019, et puis, ou encore Her Story en 2015, et bien sûr Obra Dinn. Or, Thierry Roger, dans son étude critique de la réception du poème du coup de dé de Stéphane Mallarmé, poème énigmatique et puzzling s'il en est aussi, Thierry Roger dit que, et je cite, ce que l'on nomme savoir n'est jamais que discours, effet de discours et discours de discours.
Et puis s'inspirant, ou en tout cas allant dans la continuité de Michel Foucault, ajoute que l'ensemble des choses dites se nomme archive, et archéologie désignera ce travail de description de l'archive, donc de description de l'ensemble de ces choses dites. Et voilà pourquoi je convoque le terme d'archéologie dans mon propos, archéologie donc qui a pour objectif de décrire cette trace muette de l'archive. Carlette Farge, qui a été citée également ce matin dans Le goût de l'archive, appelle un matériau vivant. Et on va voir justement en quoi consiste ce matériau vivant là, dans ce jeu. Et le processus ludique central des Information Games, justement, paraît bien être celui d'un dévoilement, à travers effectivement ce que Foucault nommerait par exemple les opérations qui donnent naissance à l'archive, le dévoilement d'un inconscient du savoir discursif, soumis à des règles précises. Donc dans un premier temps, l'exploration de la mémoire. Alors dans Obra Dinn, ce dévoilement, il prend la forme de l'exploration d'une mémoire enfouie à l'intérieur de ce qui constitue une immense énigme combinatoire. Cette mémoire du passé, en fait, elle est accessible à travers un artefact, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, aux propriétés un peu surnaturelles, qui est cette montre à gousset qu'on voit à l'écran, qui s'appelle le Memento Mortem, donc littéralement « souviens-toi de la mort ». Évidemment, variation linguistique érudite sur le motif bien connu du Memento Mori, qui veut dire « souviens-toi que tu es mortel », caractéristique par exemple des vanités de la Renaissance, entre autres. Et en effet, il s'agit de recréer brièvement, puis d'explorer spatialement, à la fois la mémoire sonore et visuelle des derniers instants de chaque personnage qui est mort sur le vaisseau de l'Obra Dinn, donc devenu vaisseau fantôme, à la suite de multiples événements funestes dont il s'agira d'élucider le cours. Trace sonore donc, et surtout visuelle, parce que ce Memento Mortem nous permet d'arpenter l'espace d'un instant figé, une sorte de tableau en 3 dimensions, dans une espèce d'image fixe, mais en 3 dimensions, qui nous permet de regarder littéralement la mort en face, comme dans cette première expérience du jeu de mémoire funèbre, qui nous place directement à l'apparition de cette image sur la trajectoire du tir du capitaine du bateau, du vaisseau qu'on voit à gauche, sur son premier lieutenant. Et on se retrouve vraiment littéralement face à la mort. Alors le divulgachi sera minime dans cette communication, mais tout de même, il faut bien que je me base sur certaines choses. Le joueur n'est pas simple spectateur, donc il se fait enquêteur, et l'essentiel d'ailleurs n'est parfois pas forcément à rechercher dans le cadavre lui-même, mais bien dans tous les détails de l'environnement au moment de chaque mort, détails qui peuvent paraître parfois d'ailleurs insignifiants. L'espace de chaque mort devient donc lieu d'expérience ludique. Et d'ailleurs, comme l'explique Lucas Pope lui-même, un développeur du jeu, l'objectif, c'est que le joueur contribue beaucoup, je cite, à l'espace au sein duquel il joue. Contribue dans le sens où l'exploration des scènes successives amène le joueur à construire une logique à la fois à l'intérieur de chacun de ces systèmes de signes, mais également entre ces différents systèmes, afin de leur donner du sens. Et on retrouve, me semble-t-il, ici un écho de l'opération de réduction dont parle Espen Arset, qui aboutit à une représentation de l'espace qui ne soit pas un spectacle en elle-même, mais symbolique et fondé sur des règles, je traduis, ce qui permet le gameplay vidéoludique. Et or, ces multiples représentations spatiales, toutes symboliques qu'elles soient, elles sont ici perçues comme les conditions de la possibilité d'un savoir, en fait. Et à travers une démarche donc archéologique qui soit, et là je reprends le mot du philosophe Schelling, purement tautégorique, c'est-à-dire que ces scènes symboliques n'en sont pas pour autant allégoriques. Elles ont un sens qui n'est pas à chercher, à mon sens, ailleurs qu'en elles-mêmes, et en cela, elles acquièrent un aspect en quelque sorte translucide, pour reprendre le mot de Coleridge. Il s'agit donc de donner du sens à ces traces mémorielles afin de savoir pourquoi et comment le bateau, parti avec 60 personnes à son bord, bien vivantes, revient plein de cadavres. Et or, le personnage que Lucas Pope nous impose de jouer est un ou une, d'ailleurs, aléatoirement à chaque début de partie, agent d'assurance, qui a pour unique objectif, non pas de résoudre une énigme, ça c'est l'objectif du joueur, mais donc pour le plaisir intellectuel que cela procurerait, mais bien et bien de déterminer les responsabilités individuelles de chaque matelot sur le navire pour ponctionner en conséquence leurs héritiers en dommages et intérêts. Donc après,
le décalage entre l'attitude du joueur et l'attitude de l'avatar, en fait, peut être minime ou plus grand. Hein, ça dépend, comme le rappellent Marta Martín-Núñez et Alberto Portapores dans leur article sur les puzzles dramatiques. Ça dépend comment on construit notre éthique, hein, en combinant l'éthique du jeu avec nos propres valeurs, en quelque sorte. D'où d'ailleurs des fins diverses, hein, selon l'exactitude ou la précision qu'on aura mis dans la résolution de ces énigmes. Et donc il s'agit de remplir un livre, un journal lacunaire qui est laissé par un des passagers du navire afin de le remettre à la Compagnie des Indes orientales, hein, pour faire ce qui de droit. Hein, voilà. Et donc on arrive dans la question de l'archive ludique. Hein. Ce processus ludique, il fait directement écho, me semble-t-il, au modèle de fabrication de l'archive historique décrite par Étienne Anaheim et Olivier Poncet dans Fabrique des archives, fabrique de l'histoire. J'ai trouvé cette citation-là. Les sources archivées dont dispose l'historien ont été fabriquées en 2 temps. Une première fois en tant que document, une seconde en tant qu'archive, c'est-à-dire des documents conservés, classés et inventoriés. Et donc il est intéressant de constater que l'archive prend part à la fois au contenu thématique du jeu lui-même, mais est aussi très présente finalement dans sa conception même, puisque Lucas Pope a dû consulter lui-même énormément de documents d'archives en fait, pour recréer ce bateau, hein, notamment des archives marines du 19e siècle, des livres anciens sur le modélisme de bateaux, afin de recréer de la manière la plus détaillée possible, alors avec évidemment les adaptations de game design nécessaires, hein, un Indiaman de 1802, quoi. Tout cela afin que le joueur soit, et je cite Lucas Pope, pris dans l'exactitude, hein, pris dans le sens attrapé par l'exactitude. La citation originale, c'est « caught up in the accuracy ». Et donc cette association de l'archive avec l'histoire d'un bateau fantôme, elle s'inscrit d'ailleurs directement en fait, dans un héritage littéraire, c'est celui du Dracula de Bram Stoker, fin du 19e siècle, hein, dans lequel le Déméter, le bateau qui transporte Dracula, hein, de la Transylvanie jusqu'en Angleterre, fait naufrage à Whitby, sur les côtes anglaises. Et le chapitre 7 de ce roman met en œuvre en fait, une très grande hybridation générique. Il s'agit d'un extrait, comme vous le voyez, donc, du journal de Mina Murray, donc un personnage de l'œuvre, dans lequel on a collé une coupure du Daily Graph, donc un article de journal, donc d'un de nos correspondants qui fait le compte-rendu de ce naufrage, et puis alors je passe un petit peu les citations, hein, je ne vais pas rester trop longtemps pour ne pas perdre de temps, mais en gros, voilà, on a cette coupure du graphe, et dans cette coupure elle-même, le reporter insère des extraits du journal de bord du Déméter de Varna Whitby, écrit par le capitaine retrouvé d'ailleurs mort sur le vaisseau, attaché au gouvernail avec un crucifix dans les mains. Et donc cet article qui raconte la découverte d'un navire fantôme, qui lui-même inclut le journal de bord du capitaine, il y a vraiment une espèce de mise en abîme, hein, une hybridation qui est intéressante, puisqu'on retrouve d'ailleurs dans ce journal de bord cette disparition successive des différents membres de l'équipage, hein, évidemment qu'on retrouve dans l'Obradine. Par exemple, le 6 juillet, voilà, l'équipage est composé de 5 hommes, 2 officiers en second, le cuisinier et moi, le capitaine. Le 16 au matin, le second va me dire qu'un des hommes manquait. Chose inexplicable. 24 juillet, hier soir, nous sommes aperçus qu'un autre avait disparu. 30 juillet, nous ne sommes plus que 4 à bord, etc., etc. Et donc il y a une espèce de décompte comme ça, négatif, et qui se termine dans sur cette question, notamment. Alors que je n'ai pas mise d'ailleurs dans les extraits, mais il y a un appel du capitaine à la fin de son journal de bord, avant sa mort, hein, qui dit exactement « Peut-être trouvera-t-on dans cette bouteille », donc la bouteille qu'il jette à la mer, et ceux qui la trouveront, et ceux qui la trouveront comprendront peut-être. Et ça ressemble clairement en fait à une proposition ludique, hein, qui est concrétisée 120 ans plus tard par Lucas Pope dans l'Obradine. Et il y a, d'ailleurs, je vous ai mis également des photos, enfin des photogrammes du film de Dracula de Coppola en 92 qui reprend en fait, hein, cette hybridation à l'écran, notamment des fausses archives ici, hein, où l'on voit Dracula à l'intérieur. Et donc il y a en jeu, pour reprendre un terme que Sébastien Jambaud a beaucoup étudié, je crois, l'idée d'une ludicisation, je pense, de l'agent d'assurance en fait, à travers sa pratique de consultation de traces mémorielles. Une sorte de ludicisation peut-être archivistique, hein, je tente le terme, puisque l'enjeu central est bien de constituer in fine un document qui sera aussi archivé en fait, sur une étagère à la fin dans l'épilogue du jeu. Cependant, il faut quand même, et donc voilà, la constitution de l'archive, hein, donc c'est ce qu'on voit dans ce livre, hein, une fiche pour chaque personnage, et puis beaucoup de textes, hein, un glossaire, et ce mélange entre les archives donc
qu'on peut retrouver dans le jeu, c'est-à-dire ce dessin par exemple qui a été laissé par l'artiste de bord, Edward Spratt, et on se rend compte dans une des mémoires que l'on arpente qu'on va pouvoir entrer à l'intérieur même d'une archive en fait. Pour parfois d'ailleurs en déceler les détails et déceler parfois une sorte de mensonge de l'archive, parce qu'on se rend compte par exemple dans cet exemple que sur le dessin qui a été réalisé, ces deux personnages sont très éloignés, alors que dans la réalité, ou dans ce matériau vivant dont je parlais, dans ce tableau vivant qu'on arpente, on voit que le Samuel Galligan, donc l'aide du second lieutenant, est en train de chuchoter à l'oreille d'Edward Nichols, et je n'en dis pas plus. Cependant, il faut quand même souligner un point essentiel, et j'arrive dans ma troisième grande idée, qui s'inscrit donc dans la continuité de l'héritage de Dracula, cité auparavant, c'est cette expertise du bateau, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est une expertise d'assurance, se double d'une expérience des mémoires funèbres, que l'on pense d'abord réalistes, je mets beaucoup de guillemets à ce terme-là. Si l'on met de côté l'artefact du memento mortem, en fait, au début, on assiste quand même à ce qui apparaît comme une mutinerie, comme on en a filmé des dizaines au cinéma, sur le Bounty, sur le cuirassé Potemkin. Mais dès le deuxième chapitre, que l'on découvre, et que l'on découvre d'ailleurs dans l'ordre inverse, on y reviendra, eh bien, en fait, la composition de l'espace dirige savamment l'œil du joueur, puisqu'on commence par l'image en bas à gauche, et en fait l'œil du joueur est irrémédiablement attiré par le haut du mât, donc on se déplace, on tourne la souris pour aller voir vers le haut du mât, et ce haut du mât il est encerclé par ce tentacule qui sort d'on ne sait où. Alors on suit évidemment pour essayer de retrouver l'origine du tentacule, et puis on se rend compte évidemment qu'on va vers le moyeu, pour reprendre le mot de Victor Hugo, du kraken, quoi. Voilà. D'où sortent ces multiples bras terrifiants. Donc brusquement, on entre dans un récit qui a consonance horrifique, surnaturelle, fantastique, dont le pouvoir de choc visuel est extrêmement fort. Et cependant, Lucas Pope arrive à faire en sorte que nous restions sans cesse dans une forme de distanciation, comme si notre personnage n'en avait rien à faire. Je reprends cette formulation de Lucas Pope lui-même. Aucune réaction in-game, aucun élément visuel ou sonore qui pourrait faire penser à une expression, d'une émotion quelconque. Et c'est frappant, notamment dans l'une des scènes, dans l'une des séquences funèbres les plus marquantes du jeu, me semble-t-il, voilà, qui a vraiment beaucoup marqué ma propre expérience. C'est cette scène-là où les traces physiques, cette fois, du sang séché dans le bateau, nous ont menés en fait, sur la passerelle latérale extérieure, où se trouve un cadavre qui a été tué depuis l'intérieur. Et en fait, la recréation de sa mort nous invite à regarder à l'intérieur par cet interstice, en fait, cette petite fenêtre. Et cette séquence, c'est notre première vision des soldats de la mer. Alors j'aurais peut-être dû vous mettre la séquence vidéo, en fait, ce serait plus parlant. Donc ces espèces de figures spectrales, juchées sur des crabes immenses, au son d'un carillon musical effroyable. On a l'impression d'être dans une vision assez apocalyptique, et pourtant nous sommes laissés à l'écart, en fait, de cette vision, condamné à la voir un peu à distance, comme ça, de dehors, à travers un surcadrage qui nous rappelle quand même cette attitude qu'on a, qu'on nous impose, de distanciation épique peut-être, si on veut reprendre le concept de Brechtien, par rapport au spectacle quasiment de pantomime en fait, qu'on a sous les yeux. Et donc il y a une véritable, me semble-t-il, dissonance ludonarrative en fait, entre la logique de monstration d'un côté, qui confine souvent au fantastique, au surnaturel, à l'horreur, et puis le regard bureaucratique de l'agent d'assurance, de l'autre, dont les mécaniques ludiques nous font ressentir une persona, on va dire, d'implacable neutralité, d'impassibilité totale, et induisant un écart quand même étonnant, cognitif et émotionnel. Et donc le joueur et l'avatar ne sont pas forcément en coïncidence ou en superposition pure dans le jeu. Et or, cette logique de monstration, à mon sens, n'est pas neutre, puisque ça, j'y viendrai après, puisqu'elle correspond en réalité à une manière proprement vidéoludique en fait, de mettre une histoire en récit, et je reprends ce que Selim Krishan notamment développe dans La caméra imaginaire, qui rappelle que le design de l'espace interne au jeu, mais aussi l'ensemble des choix qui président à l'élaboration des modes de visualisation vidéoludique relèvent tous deux de la monstration plutôt que de la narration. Il propose notamment le terme de monstration actée pour désigner, je cite, ce réglage bilatéral du discours en images et en son, fruit d'une rencontre entre le jeu et le joueur qui donne corps au programme inerte en y inscrivant son activité et ses réactions.
Et donc cette activité, voilà, qui est proprement discursive, hein, invite à penser le rapport qu'entretient le joueur avec le jeu en termes peut-être de conversation, hein, en acte et en effet, et à la pragmatique du discours finalement qui est mise en œuvre à ce moment-là. Et en effet, dans Obra Dinn, me semble-t-il, on est dans un cas assez radical de monstration plutôt que de narration, hein, et qui plus est, une monstration qui devient en fait fragmentaire, hein, complètement désordonnée, puisque le jeu justement propose une esthétique que j'appelle une esthétique de l'à-rebours. Hein. Il se déploie, et comme l'explique Pope d'ailleurs, hein, c'est une aventure assurantielle, qui se déploie à la fois en arrière temporellement, et puis vers le bas, donc spatialement, sans ordre apparent. Donc on peut découvrir toutes ces séquences quasiment dans l'ordre qu'on veut, pas exactement mais tout de même, et puis surtout les résoudre aussi dans l'ordre qu'on veut. Et la volonté de Pope, hein, de ne pas avoir d'ordre canonique de résolution semble faire écho à ce qu'écrivait Paul Valéry dans ses cahiers, c'est-à-dire il n'y a point de dernière pensée, car il n'y a point d'ordre dans les pensées qui ne soit accidentel. Et donc on a vraiment l'impression d'avoir un jeu où la pensée effectivement est accidentelle. Hein. Et pour reprendre cette idée de descente vers le bas dans les entrailles du navire, je vais vous proposer l'idée qu'il s'agit d'une catabase, en fait, une épreuve rituelle emblématique des épopées héroïques de l'Antiquité, qui consiste à descendre dans les enfers avant d'en ressortir à la fois grandi et purifié. On pense à l'exemple d'Orphée, bien sûr, allant rechercher Eurydice, ou bien Énée chez Virgile, qui va retrouver son père Anchise, hein, avec lequel il s'était enfui des ruines de Troie. Et dans l'Obra Dinn, on va littéralement consulter les morts, en fait, hein, en descendant de plus en plus profondément dans les entrailles du navire. Et donc, face au désordre des images, face à ce désordre de ces traces mémorielles, des visages que l'on ne parvient pas à identifier, on pense à la réplique notamment de Socrate dans le Palinos, justement, du même Paul Valéry. Socrate est aux enfers, il regarde le fleuve infernal, et il dit à Phèdre, qui est à côté de lui, « Ce grand flux est fait de toutes les choses que tu as connues ou que tu aurais pu connaître. Cette nappe immense et accidentée qui se précipite sans répit roule vers le néant toutes les couleurs. » Et donc c'est un espace qui paraît être un espace un peu panhistorique, hein, de ce fleuve infernal, qui charrie en fait tous les potentiels, toutes les potentialités capables de faire ressurgir toutes les figures fantomatiques que l'on souhaite mettre en scène, puisque pour Valéry, là, il se situe dans l'héritage du dialogue des morts. Et donc l'Obra Dinn de Pope est fascinant, hein, en cela qu'il assume pleinement, à mon sens, non seulement une esthétique d'exploration des temps figés au sein d'un mouvement spatial et temporel, donc à rebours, mais aussi en ce qu'il contient une véritable, me semble-t-il, poétique de l'art vidéoludique, une poétique qui serait, à mon sens, hein, si on reprend la figure d'Orphée, peut-être en fait anti-orphique, dans le sens où elle met totalement de côté le lyrisme expressif, hein, le chant lyrique, au profit d'une connaissance discursive d'un monde qui semble refuser l'imaginaire, ou accepter l'imaginaire malgré lui. Et cette disjonction permanente de la pensée, à laquelle nous soumet Pope, hein, fait écho à l'explication que donne Claudel du fonctionnement de l'esprit humain, hein, dans les réflexions et les propositions sur le vers français. Il explique qu'on ne pense pas d'une manière continue, pas davantage qu'on ne sent d'une manière continue ou qu'on ne vit d'une manière continue. Il y a des coupures, il y a intervention du néant, la pensée bat comme la cervelle et le cœur. Notre appareil à penser, en état de chargement, ne débite pas une ligne ininterrompue. Il fournit par éclair, secousse, une masse disjointe d'idées, images, souvenirs, notions, concepts, puis se détend, avant que l'esprit se réalise à l'état de conscience dans un nouvel acte. Et donc c'est la mise en œuvre discursive, hein, de cette poétique du discontinu dans l'espace intermédiaire entre le jeu et le joueur, je crois que c'est une notion qui a été étudiée par Mathieu Triclot, qui permet aux joueurs de construire peu à peu, comme contre le jeu un petit peu, hein, ou malgré le jeu, à la fois ce qui semble être un immense folioscope, hein, vous savez ces petits livres qu'on fait défiler comme ça, avec des images qui forment un film ensuite, hein, mais qui superposent dans l'espace du bateau toutes les figures spectrales des morts, comme autant de strates temporelles repliées les unes sur les autres, une espèce de chorégraphie du temps et de l'espace qui est visible en fait, hein, dans ces flèches comme ça qui indiquent le passage du temps et qui se mélangent à l'espace. Mais aussi donc la construction d'un document qui est bourré de texte, hein, de ce journal, hein, contrairement au vaisseau qui est entièrement vide de notation textuelle, aux allures d'archives juridiques incontestables. Et donc en conclusion, j'espère être parvenu à démontrer, ou en tout cas à essayer de démontrer que les différents enjeux de cette archéologie funèbre à l'intérieur de l'Obra Dinn, notamment que le fait que le jeu propose une expérience qui est très singulière, de la consultation de la mémoire, dans un double mouvement peut-être d'archivistique, d'archéologie,
eh bien, d'avoir prouvé justement ce fait-là, hein, qui propose une expérience un peu nouvelle, un peu singulière, et qui aussi redéfinit peut-être certaines esthétiques. Je terminerai eh bien, en citant Georges Perec, hein, un peu comme Jean-François Diana ce matin, citation que vous connaissez sans doute tous et toutes, mais que j'aime beaucoup et qui résume bien la relation personnelle que j'ai avec Lucas Pope. Donc Georges Perec, évidemment, fervent amateur de puzzle lui-même, verbicruciste de génie, et qui, dans le préambule de La vie mode d'emploi en 1978, à propos de l'art du puzzle, hein, justement, nous explique, hein, en dépit des apparences, ce n'est pas un jeu solitaire. Chaque geste que fait le poseur de puzzle, le faiseur de puzzle l'a fait avant lui. Chaque pièce qu'il prend et reprend, qu'il examine, qu'il caresse, chaque combinaison qu'il essaye et essaye encore, chaque tâtonnement, chaque intuition, chaque espoir, chaque découragement ont été décidés, calculés, étudiés par l'autre. Voilà, je vous remercie. Merci Swan pour ta présentation que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Moi, j'ai jamais joué au Bradine, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Je propose qu'on passe tout de suite aux questions du public. Du coup, voilà, déjà une première question. Allô, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation qui était particulièrement poétique et intéressante. C'est marrant parce qu'en fait, en t'écoutant parler, j'ai directement pensé point par point au jeu Tacoma. J'ai jamais fait le lien entre les deux, je sais pas si tu l'as joué. Qui reprend en fait tous les points que tu as mis en avant, ils sont un peu mis en exergue dans le jeu en question. Et en fait, ça m'a fait me poser la question s'il n'y a pas parce que du coup, Tacoma se rejoint aussi avec Obradine dans une réflexion sur la cupidité, une réflexion sur la configuration sociale dans des huis clos, etc., etc. Et je voulais savoir si tu ne pensais pas qu'il y avait quelque chose d'assez subversif, transgressif dans cette idée de récupérer les traces mémorielles, de récupérer le sort des gens, le sort funeste parfois, et si c'est pas le genre des jeux qui aussi nous questionnent sur notre place de joueurs et de joueuses face à justement ces dessins dramatiques et notre regard nous aussi froid de bureaucrates, nous plutôt joueurs de bureau, mais en tout cas il y a quand même toujours un écart à côté de tout ça. Oui, merci beaucoup pour ta question. Alors Tacoma, ça me parle de nom, mais non, j'ai jamais joué. Là, je visualise plus à quoi ça ressemble, mais effectivement, ça peut effectivement partager les codes que j'ai essayé de rappeler. Effectivement, on peut aussi y voir. Alors moi, j'ai plutôt tendance effectivement à considérer le jeu. Enfin, moi, mon expérience personnelle du jeu a été plutôt une expérience, comme je disais tout à l'heure, un peu totégorique, c'est-à-dire j'y ai pas vu quoi que ce soit d'autre finalement que ce qu'on me présentait. J'y ai pas vu on va dire, d'allégorie particulière. Mais bon, au-delà de ça, quand même, il y a une réflexion effectivement sur la cupidité, comme tu le dis, puisque on se rend compte que c'est ça qui déclenche finalement les différents événements qui mènent au naufrage. Mais c'est une question qui est intéressante, qui peut se poser, c'est est-ce que finalement c'est la question de la fatalité peut-être, hein, c'est-à-dire est-ce que ce bateau était destiné ou pas à périr dans ces conditions, est-ce qu'on aurait pu l'éviter ? Et c'est une question importante parce que si on se place du côté de la fatalité, justement, dans ce cas-là, on est dans quelque chose qui, me semble-t-il, ne correspond pas forcément à ce que Lucas Pope a voulu transmettre dans son jeu, quoi. Hein. Parce que la fatalité, ça nous ramène peut-être à la tragédie antique et à une mise en scène peut-être plus, disons, aristotélicienne, notion de catharsis, de mimésis. Et je crois qu'on n'est pas là-dedans en fait. Hein. Je suis pas sûr que le jeu ait une portée cathartique, au contraire en fait. C'est pas ce qui est recherché. Donc je me méfierais un petit peu du terme de fatalité justement pour parler du jeu. Après, effectivement, la question de la subversion et de la transgression, il me semble qu'elle est très 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 forte, notamment notamment dans la séquence. Alors je vais pas la développer outre mesure pour pas spoiler. Mais effectivement, la séquence finale, on va dire de la true ending, hein, de la vraie fin, quand on résout toute l'énigme, c'est une véritable transgression, disons, morale. Et puis de toute façon, la question de la représentation de la mort a toujours été une question transgressive. Et
Et ce qui est intéressant, c'est le regard qu'on pose en fait là-dessus, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on a est-ce qu'on est invité à ressentir de la pitié? Est-ce qu'il y a, il me semble qu'il n'y a pas du tout, on n'est pas du tout dans des enjeux pathétiques, en fait, au contraire, quoi. Et c'est là, il me semble, la force de cette dissonance dont je parlais tout à l'heure. Et alors, pour terminer peut-être là-dessus, sur cette idée de transgression aussi, il me semble que on est en plein dans la question dans des questions éthiques aussi, en fait. On est en plein dans des questions éthiques, notamment de dilemmes éthiques. Alors pour reprendre l'article dont je parlais tout à l'heure, je suis passé un petit peu vite dessus, mais un article de 2 auteurs espagnols là, sur les puzzles dramatiques. Donc eux essayent de catégoriser en fait les différents types de puzzle games et en fait, en gros, différencie ou distingue les puzzles dramatiques des puzzles narratifs. Où les puzzles narratifs, je schématise vraiment de souvenirs, seraient plutôt des jeux à choix, par exemple, style Until Dawn, ce genre de choses, et où les puzzles dramatiques, au contraire, seraient des jeux déjà plus ramassés sur eux-mêmes, plus étouffants d'une certaine manière, et qui proposent en fait en permanence des dilemmes éthiques aux joueurs. Et donc il me semble, et c'est un peu, pour reprendre une idée de Raymond Queneau. J'ai cité Pérec tout à l'heure, donc Queneau, on n'est pas loin. Queneau parlait à un moment du roman et disait il y a 2 types de romans, il y a les Odyssées et les Iliades, quoi. Les Odyssées qui sont horizontales et on se prend un chemin et on fait un trajet. Et l'Iliade, on reste pendant 10 ans dans le même lieu et on tourne sur soi-même et on devient fou, quoi. Ou bien on est en colère. Donc c'est Achille, quoi. Et là, Obradine, c'est une Iliade, me semble-t-il. C'est une Iliade, et donc on est effectivement dans cette... et on peut devenir fou, en fait. C'est-à-dire que l'avatar qu'on nous propose, justement, est hermétique à cette menace, en fait, à cette menace psychologique, parce que elle a un regard, je dis elle, mais en fait ça peut être il aussi. Moi j'ai joué une femme quand j'ai fait mon playthrough, mais elle a un regard complètement, elle a une vision complètement hermétique du truc. Elle fait son travail, quoi, c'est tout. Voilà. Donc l'idée c'est d'aboutir à un document de 23 pages qui dit voilà, le capitaine a tué tant, donc on va le... non, il s'est suicidé d'ailleurs, en fait, donc tout son héritage est évidemment ponctionné par la couronne, et puis un tel a tué quelqu'un. Alors nous on sait que c'est en essayant de tuer le Kraken, mais en fait il a tué un autre de ses matelots, donc on va lui mettre une amende, on va mettre une amende à sa famille parce qu'il a commis un crime. Et donc là, je ne sais pas si ça répond à la question, je vais m'arrêter là pour pas trop... Voilà. Merci pour l'exposé. Moi j'avais une question parce qu'il y a 2 expressions qui ont retenu mon attention. La première, c'était la ludicisation archivistique, et la deuxième, c'est le mensonge de l'archive. Et finalement, je me demande s'il n'y a pas une notion qu'on peut prendre chez Kate Hamburger, par exemple, la notion de feintise, qui est reprise aussi par François Jost dans son article « Le fin du monde ». Cet art de faire comme si. On n'est pas dans de la fiction, mais on met en place un dispositif qui nous permet de vivre, de revivre, d'explorer ce qui s'est passé, même si ça ne s'est pas vraiment passé comme cela. Et où toutes les parties sont un petit peu de connivence. Alors ça, c'était la première partie de ma question, donc le lien avec peut-être la feintise comme étant peut-être une entrée heuristique pour aller un peu plus loin dans ce qui a été exposé. Et je voulais aussi avoir le lien, s'il y a feintise, s'il y a un rapport avec la fiction. C'est dans cette ludicisation archivistique, dans cette archive que l'on fait mentir, ou en tout cas avec des fausses archives à un moment donné. Donc on prend quelques libertés. Est-ce qu'il n'y a pas une part de fiction qui est réinjectée? Donc quel est le lien entre feintise et la fiction? Merci pour votre question également. Alors sur le premier point, honnêtement, je ne suis pas sûr d'être assez, d'être assez armé pour développer vraiment ce point-là. Alors sur cet art de faire comme si, il me semble qu'il est étroitement lié en fait aux jeux vidéo de toute façon, enfin aux jeux et aux jeux vidéo. Hein. Donc ça me paraît logique en fait de le retrouver. Dispositif qui permet de vivre et de revivre les scènes, et le rapport avec la fiction.
en fait, il me semble que ce dispositif-là, il est à la fois ancré, on va dire, dans une forme de, j'allais dire réalisme, mais c'est pas exactement le terme que je cherche. C'est un terme qui est pas assez précis pour désigner ce que je veux dire, mais qui refuse en quelque sorte, qui semble refuser un peu la fiction en fait, et en même temps qui semble l'accepter totalement. Et donc on est, me semble-t-il, un peu à mi-chemin entre ces deux effets. Et donc j'ai comme l'impression que c'est au joueur de décider en fait si on est dans la fiction ou pas. C'est-à-dire que, et pour reprendre cette question de l'archive qu'on fait mentir ou pas, le joueur peut très bien décider de mettre n'importe quoi en fait dans son rapport. C'est-à-dire qu'on peut très bien finir le jeu sans avoir du tout joué un rôle d'historien modèle, ou en tout cas ou d'archiviste modèle. Notamment, et pour reprendre la question des trophées dont on parlait ce matin, il y a un trophée par exemple qui existe qui consiste à blâmer, à mettre la responsabilité de toutes les morts du vaisseau sur le capitaine. Dans le sens où le capitaine est le seul maître à bord et le seul responsable de son vaisseau, et donc c'est lui qui a la faute de tout, quoi. Et donc cette question de l'archive qu'on fait mentir ou pas, il me semble que en fait ça tient au regard, une espèce de regard de l'historien, quoi, qui découvrirait des archives et qui ensuite a la responsabilité d'en faire quelque chose. Et ça, c'est de la liberté du joueur, en fait. C'est la liberté qui est laissée au joueur, soit de faire œuvre de véritable historien, soit de se perdre, en fait, dans la fiction, peut-être, et donc de refuser en même temps aussi peut-être une partie du processus ludique qu'on lui présente. Alors, je ne sais pas si j'étais très clair dans ma réponse. En partie, simplement sur la question de l'infantise, c'est reprendre tous les codes de la chose, mais on sait pertinemment que c'est pas vrai. Ouais. On fait comme si, je pense que c'est un moteur fort qu'on retrouve dans les dispositifs ludiques. Je suis pas sûr, mais je lis pas assez de choses sur l'analyse ludique pour être sûr de moi, mais je me demande si la notion de fantise est vraiment utilisée. Quoique je l'ai déjà lu dans des écrits de Sébastien Janvaux. Il a déjà utilisé, donc je pense qu'il ne doit pas être le seul. Mais cette fantise, elle nous ramène à la vérité, tout en n'étant pas forcément dans la vérité, dans quelque chose qui est peut-être plausible. Voilà. Ça rejoint peut-être, tel que vous la décrivez comme ça, là, ça rejoint peut-être un petit peu l'idée de distanciation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a, à la fois, on nous présente un spectacle fictionnel, mais on n'est pas plongé totalement à l'intérieur, et on garde quand même une espèce de distance intellectuelle. Oui, mais il y a une forme de connivence entre les différents joueurs, les différentes personnes. Ils savent que c'est pas pour de vrai. Oui, mais on fait comme si c'était la vérité. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je suis d'accord. Après, je sais, oui, c'est une. Là, je saurais pas vous répondre là comme ça en détail à cette question. Je pense que c'est plus large, me semble-t-il, que juste ce jeu-là, me semble-t-il. Mais oui, la question du faire semblant, de toute façon, et d'être à la fois dans une connivence peut-être avec le créateur du jeu, mais aussi une connivence peut-être aussi entre les joueurs, d'une certaine manière. Il y a une chose qui est intéressante là-dedans, d'ailleurs, dans cette question de la connivence, c'est le fait que, j'en ai pas du tout parlé dans ma communication, mais le fait qu'après coup, il y a des forums qui se sont créés, qui sont très utilisés par les joueurs, et qui vont comparer en fait la manière dont ils ont, ou l'ordre dans lequel ils ont résolu les différentes énigmes. Et donc là, on est peut-être dans cette idée-là, c'est-à-dire on est conscient d'être dans quelque chose de fin, de faux, hein, d'un faux semblant, mais tout en le prenant sérieusement, quoi. Oui. Dans la réponse, je propose qu'on arrête là la discussion et que vous en parliez Juste 30 secondes. Vas-y Pierre. Sinon, j'aurais du mal à suivre. Tout à l'heure, il était question d'avoir à un moment donné des fausses histoires. Le joueur peut raconter des choses qui ne sont pas la vérité. Mais quand on regarde la vérité, le monde réel, dans une histoire comme celle-ci, il y a peut-être des choses qui sont véridiques, qui sont notées, et il y a peut-être aussi des choses qui sont illusoires.
les carnets dans lesquels les personnels de bord inscrivent les minutes ne sont pas faits que de choses qui sont destinées à la mémoire future, mais c'est aussi des faits dont certains n'ont aucun intérêt et peuvent disparaître. Donc on reproduit peut-être aussi cette factualité qui est un petit peu illusoire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, bah, clairement. Et c'est effectivement, c'est aux joueurs là de distinguer en fait le bon grain de livret en fait et de considérer certaines choses, en fait certaines archives comme des fictions finalement, comme des fictions à part entière. Et c'est le cas dans l'exemple que j'avais cité tout à l'heure. Et selon les choix du joueur, en fait, nos propres archives que l'on constitue soi-même, nous-mêmes en tant que joueurs, peuvent être aussi des fictions en fait, dans la diégèse, si vous voulez. Ouais. Merci Swan et merci pour les questions. Du coup, on va s'arrêter là pour. Merci beaucoup.